Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est bon, peu de en fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Comment ça va Philippe ? Très bien et vous ? Très très bien, on va parler du top 14, Solomon, Super Rugby, première chip, URC, entre Exode et plan de relance, personne ne peut suivre la cadence du top 14. Et pourtant, beaucoup essayent, puisque le rugby anglais a annoncé que 2 clubs sont sur le point de passer sous pavillon américain. Il y a les Cornish Pirates qui sont en 2e division, qui ont reçu un investissement de plus d'1 million d'euros de la part d'un fonds d'investissement donc américain qui s'appelle Stonewood Capital. Et puis, beaucoup plus marquant, c'est quand même le champion d'Angleterre 2020, Exeter, qui a annoncé ces dernières heures, que il serait sur le point de rejoindre un consortium de clubs professionnels de plusieurs types de sports, avec notamment Bournemouth ou Lorient. Ce consortium s'appelle Black Knight Sport and Entertainment, et ça montre que il y a des investissements quand même majeurs qui sont en train de se passer du côté de l'Angleterre. Les 700 membres décisionnaires du club ont voté en faveur de ce rachat. C'est pas encore officiel, mais en tout cas le processus est bien enclenché, et on sent qu'on essaye de réagir du côté de l'Angleterre, de passer une étape supérieure dans l'économie, parce que le classicisme économique ne semble pas fonctionner. Ben non, en effet, on se rend compte aujourd'hui quand on regarde un peu l'économie du monde du rugby, entre les enjeux des droits télé, les affluences moyennes, les montants de partenariat, les masses salariales, que le top 14 décroche vraiment de façon très très significative maintenant tous ses concurrents. Alors on peut à la fois s'en réjouir, mais je dis régulièrement qu'il faut quand même y mettre un petit bémol, parce que on ne peut pas être fort dans la durée tout seul, et ça doit aussi nous amener une réflexion autour du débat qu'on a en ce moment sur les enjeux de salary cap et de masse salariale, parce que je l'ai dit souvent, on a une économie qui nous permet d'avoir des réflexions de ce type en ce moment. Mais il faut faire attention, parce que on voit aujourd'hui que l'économie du monde du rugby, elle est assez fragile, et on y reviendra là dans les minutes qui arrivent pour comprendre pourquoi à ce point le rugby français décroche ses concurrents. Oui, parce que là, je parle quand même donc d'Exeter, qui est un grand club anglais. Je parlais des Cornish Pirates, qui sont forcément un petit peu moins connus, mais il y a un autre nom là qui commence ces dernières heures aussi à fleurir les débats. C'est Northampton, qui pourrait aussi changer de gouvernance, et avec l'ouverture du capital et un investissement massif. C'est quand même assez dingue ce qui se passe en Angleterre. C'est un séisme, Oui, c'est un séisme, mais de toute façon, là, ça y est, la boîte de Pandore est ouverte, et je pense que ces informations et ces nouvelles vont se multiplier, puisque de toute façon, le rugby anglais cherche à retravailler différemment son économie. Alors, il y a 2 façons de voir les choses. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que pour l'instant, le système de ligue fermée anglaise sur le modèle américain de spéculation ne fonctionne pas. Ça n'a pas créé d'économie, ça n'a pas créé de spéculation intéressante, et l'arrivée massive de fonds en se disant que voilà, on achetait quelque chose d'un peu exclusif comme produit. Alors il y a 2 façons de le voir. Soit ces investisseurs arrivent en se disant qu'on va changer de modèle et sortir de la ligue fermée pour retrouver le modèle précédent, avec un modèle ressemblant au rugby français, avec une 2e division renforcée et des systèmes de montée et descente. Soit justement ces fonds arrivent en pariant sur une vraie logique économique à venir sur ce système de ligue fermée. Je mise plutôt sur cette option-là, en renforçant vraiment le produit et en amenant des capitaux de façon massive pour créer une vraie économie autour de cette ligue fermée et spéculer, puisque c'est quand même l'objectif des fonds d'investissement. Dans les modèles économiques, on y voit beaucoup plus clair dans le foot que dans le rugby à ce stade, mais en tous les cas, c'est des paris qui sont peu risqués financièrement pour ce genre d'acteurs. Ouais, et toujours les États-Unis. Il y a une relation aussi, on sait, qui est au-delà du rugby, une relation financière des marchés qui se crée entre le rugby, entre l'Angleterre et les États-Unis. Philippe Spanghero, ça ne touche pas que le sport. Non, mais au-delà de ça, en fait, pourquoi les États-Unis ? Parce que les grands fonds qui s'intéressent au sport
ils ont fait leurs armes aux États-Unis avec des modèles économiques autour du sport qui sont pas du tout les mêmes, qui ont une vraie réalité économique, avec une base de fans qui n'a rien à voir, avec des enjeux de ticketing, de recettes jour de match, de merchandising qui n'ont rien à voir avec notre échelle à nous. Donc c'est normal aussi que la plupart des acteurs qui interviennent dans le sport soient des acteurs américains, parce que ils ont souvent dans leur participation, dans leur portefeuille, des droits qui sont des droits majeurs dans les sports majeurs américains, où on l'avait vu avec CVC qui a racheté les droits du Six Nations, qui s'était fait les dents entre guillemets avec la Formule 1 par exemple. Exactement. Alors du côté de la Nouvelle-Zélande, on est sur des problématiques différentes, mais peut-être encore plus graves, puisque vous le savez, avec les nouvelles règles, avec les stades vides, les droits TV qui sont à la peine, on sent que le championnat est en train un peu de s'écrouler en Super Rugby. Et on l'a appris aussi cette semaine, une trentaine de joueurs évoluant dans des franchises néo-zélandaises sont annoncés sur le départ à la fin de la saison, dans les prochaines semaines. Et ça a même fait réagir Stevenson, qui est l'ex-sélectionneur champion du monde, qui a dit: il nous faut accepter que cela puisse arriver, je cite, c'est notre réalité en 2026. Là aussi, on n'est pas sur des investissements massifs, on est sur un exode, et c'est très négatif ce qui se passe aussi en Super Rugby, Philippe Spanghero. Oui, le Super Rugby est vraiment sur une recherche de nouveaux modèles depuis que les Sud-Africains ont quitté cette compétition. On regarde de toute façon, de façon assez simple, les chiffres dans les grandes lignes. Vous regardez les droits télé du top 14 aujourd'hui, c'est un peu plus de 140 millions. C'est moins de la moitié en Super Rugby, alors que ça couvre quand même des grands territoires dans l'hémisphère sud, des territoires peut-être avec moins de moyens financiers et moins d'appétence pour les sponsors, mais en tous les cas, c'est 2 fois moins de revenus sur les droits télé, qui sont de plus en plus un socle de l'économie de nos compétitions. Et puis pour revenir à la Nouvelle-Zélande, qui est le socle économique même de cette compétition, aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande a des règles très particulières, c'est-à-dire que vous avez le potentiel d'avoir un peu moins de 200 joueurs professionnels sur le territoire, répartis entre toutes les provinces, avec un système également de salary cap, avec une rémunération maximale de 100 000 euros par joueur, hors une poche de 30 à 40 internationaux par an, pour lesquels la fédération vient rajouter une espèce de prime annuelle. Quand tu dis 100 000 euros, c'est annuel, pour bien préciser. Annuel. Et là, pour les joueurs majeurs All Blacks, bien sûr, ils arrivent à concurrencer les offres des clubs européens, mais ça concerne une petite dizaine de joueurs. Et puis après, vous avez ce ventre mou des internationaux reconnus, qui eux gagnent de toute façon beaucoup moins que ce qu'on peut leur proposer, notamment en Angleterre ou éventuellement en France. Donc aujourd'hui, en effet, le rugby néo-zélandais a cette problématique, même si la fédération est riche, puisqu'on a parlé de l'entrée d'un fonds d'investissement aussi en Nouvelle-Zélande il y a quelques années, qui a racheté une partie des droits commerciaux de cette fédération pour des montants quand même assez astronomiques, quasiment 200 millions d'euros. Donc l'enjeu n'est pas économique du côté de la Nouvelle-Zélande, pas seulement, mais en tous les cas, c'est un petit pays qui a des problématiques à régler de formation. En Nouvelle-Zélande, ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans une culture du rugby à l'école. Et ce que me disaient les spécialistes, c'est que aujourd'hui le rugby est très concurrencé à l'école. Le foot a pris pas mal de place, il y a d'autres sports qui émergent. Et donc, cette poche de formation, elle est aussi moins importante. Le vivier de joueurs, c'est un peu tari. Et c'est ce que disait Stevenson, la problématique majeure aujourd'hui du rugby néo-zélandais, au-delà de conserver ses joueurs, c'est celle-ci. Donc voilà, vous regardez un territoire comme le rugby néo-zélandais, 190 joueurs professionnels. Vous regardez l'Angleterre, il y a 10 clubs aujourd'hui professionnels, puisque la Pro D2 n'est plus professionnelle. Donc c'est environ 350 joueurs professionnels. L'URC, c'est 16 clubs, mais avec un système de province, donc on parle à peu près de 600-700 joueurs. Et aujourd'hui, vous avez le rugby français avec plus de 1200-1300 joueurs professionnels. Donc voilà, on est en train de vivre un changement majeur, dans le sens où on va pouvoir se comparer à plus personne dans notre fonctionnement et dans l'économie qu'on génère. Et à la fois, on peut s'en réjouir, je le répète, parce que on a bien travaillé. La Ligue nationale de rugby a bien travaillé pour valoriser ce produit, pour amener de la raison et de la sagesse dans les clubs professionnels, dans leur gestion. Mais à la fois, pour nous, amoureux de rugby, pour essayer de trouver
une homogénéité dans le monde et une forme de concurrence aussi, on peut aussi s'interroger, voire même être un peu malheureux de ce qu'on voit actuellement. Bien sûr, et tu vois, on parlait du Super Rugby, il y a aussi un véritable sujet en Nouvelle-Zélande, c'est l'adhésion à l'idée des régions, en tout cas des zones qui sont couvertes par les franchises de Super Rugby, qui sont de plus en plus contestées. Là où le championnat provincial néo-zélandais, le NPC, le championnat domestique, fonctionne un petit peu mieux qu'avant. Parce qu'il est plus culturel. Il est beaucoup plus culturel, il est plus traditionnel, il est plus régional, il est plus territorial. Et c'est un problème aussi que l'URC a, parce que c'est vrai que l'URC semble quand même un poil en meilleure forme, même si, on le rappelle, le rugby gallois se prépare à supprimer une franchise, que le modèle économique, il n'est pas encore tout à fait fixé, on ne sait pas vraiment si les clubs font des recettes en URC, et que les adhésions régionales, territoriales ne sont pas toujours convaincantes. Non, mais encore une fois, c'est vrai que la problématique de ce modèle-là, c'est ce système de province qui est toujours un peu complexe, à part culturellement dans les provinces irlandaises. Mais pour créer l'adhésion, pour avoir une affluence très importante sur les matchs de saison régulière, il faut raconter une autre histoire peut-être. Et c'est pas forcément évident. Et tout ça, il faut comprendre que tout est lié. C'est-à-dire qu'on revient un peu aux droits télé, mais l'URC, c'est à peu près 60 millions de droits télé. Et encore, ils ont beaucoup augmenté cette renégociation depuis que les Sud-Africains sont arrivés, parce qu'ils ont rajouté l'Afrique à leur territoire de diffusion. Et forcément, c'est un potentiel de téléspectateurs qui est très important. Donc ça, sans le rugby sud-africain, les droits auraient été bien inférieurs, puisque aujourd'hui, et ça c'est assez terrible pour le rugby anglais, mais les droits de la Premiership anglaise, on parle quand même d'un des plus grands championnats du monde et d'un pays à l'économie forte et à la culture rugby très forte, négocié autour de 40 millions d'euros par saison, quand le top 14 est à 140. Donc vous voyez un peu les différences d'échelle. Mais pour revenir à ça, tout est lié. C'est-à-dire qu'on voit que l'économie de notre sport, elle repose sur le sponsoring et elle repose sur ce qu'on appelle la vie jour de match, c'est-à-dire les relations publiques et la billetterie grand public. Mais tout ça, c'est lié, c'est-à-dire que quand vous avez une exposition de télé importante, vous avez des sponsors qui ont envie de s'associer, qui vous accompagnent mieux, vous avez un produit qui est mieux valorisé par la télé, vous avez plus de monde au stade, et le fait d'avoir plus de monde au stade, ça incite encore davantage les sponsors à vous accompagner parce que vous êtes visible et parce que le rapport qualité-prix est bon. Et en fait, le rugby français a pris le train de cette spirale positive et de ce cercle vertueux. Et les autres, même ceux qui l'avaient pris à une époque, sont en train de décrocher. Et donc, il va falloir regarder attentivement ce qui se passe en Angleterre, avec le système de fonds d'investissement, avec cette culture très américaine des ligues fermées de la spéculation, pour voir quel niveau d'investissement ils vont être capables de fournir. Et est-ce que vraiment on est capable d'arriver dans le rugby à trouver un modèle un peu différent de ce qu'on connaît nous culturellement, c'est-à-dire un modèle américain avec des ligues fermées et avec un système de spéculation sur le produit. Une dernière question, Philippe Spanghero, tu le disais, tu abordais déjà ce point-là tout à l'heure, le top 14 s'est construit, s'est modernisé, s'est structuré avec l'envie de concurrencer le Super Rugby et le championnat d'Angleterre. Maintenant que la concurrence n'est plus au rendez-vous, comment maintenir cette excellence, en tout cas comment maintenir cette pression positive qui permet au top 14 de grandir année après année? Les présidents de clubs aujourd'hui se l'approprient, c'est-à-dire que on a des présidents qui sont visionnaires, qui ont de l'ambition pour leur club. On parle souvent des enjeux d'évolution des infrastructures par rapport à cette affluence qui augmente, ces nouvelles sources de revenus que tout ça engendre, les droits de la Ligue avec Canal+, on a fait plusieurs chroniques à ce sujet qui sont en augmentation et qui amènent une forme de pérennité dans la vision sur les revenus autour des droits télé. Donc le rugby français est dans cette dynamique-là parce que l'instance qu'est la Ligue nationale l'est et parce que les grands présidents de clubs le sont. Donc il n'y a pas de débat. La vraie question qu'on peut se poser, c'est de faire attention à pas se laisser griser par notre économie interne, parce que je le dis souvent et malheureusement c'est potentiellement au détriment des joueurs. Mais si je raisonne par l'absurde, si demain on réduit le salary cap et la rémunération moyenne des joueurs de top 14 de 20%, et que de même par un coup de baguette magique, tous les présidents de clubs s'entendaient pour le faire,
Ben, ça changerait pas grand-chose en réalité, parce que il y aurait aucun marché au monde capable de leur offrir ces niveaux de rémunération, à part l'Angleterre demain avec les fonds d'investissement, mais pas aujourd'hui. Et donc il faut faire attention à ça, parce que vous avez les clubs qui vous disent la masse salariale, il faut qu'elle suive le volume de chiffre d'affaires qui augmente, puisque l'affluence augmente, nos infrastructures évoluent, et ils ont raison. Mais à la fois, on voit que la fragilité reste toujours l'enjeu de la masse salariale. C'est là qu'on dérégule le système et qu'on devient un peu déraisonnable. C'est par là que le rugby anglais s'est retrouvé en grande difficulté, avec un système de salary cap mal maîtrisé. Et donc, c'est vraiment, pour moi, le grand point de vigilance du rugby français. Merci beaucoup Philippe Spanghero d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans Cœur de la Mêlée à 19h pour revenir sur la journée de Top 14. Merci beaucoup Philippe, très belle soirée. Bon Pro D2, messieurs. On dit la Pro D2 bien évidemment.